Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle David Lopez, je vous remercie de votre présence. Je vais vous parler de remaillage appliqué à un contexte particulier, celui des surfaces déformables. Je vais laisser la place au diaporama et vous retrouverez tout à l'heure pour les questions. La présentation se déroulera en 3 parties. La première est une mise en situation. À partir d'un exemple vidéo, nous mettrons en évidence la place du maillage et la nécessité de remailler. Dans la deuxième partie, je vous présenterai une technique de remaillage fondée sur les diagrammes de Voronoi. Et vous l'avez sûrement deviné, la troisième partie propose de résoudre le problème de suivi de surface avec ces diagrammes de Voronoi. Cette vidéo d'introduction est extraite des résultats présentés par Chris Vojtan et ses collègues il y a maintenant plusieurs années. Ce n'est pas tant le scénario qui nous intéresse ici, mais plutôt le ralenti qui arrive. Et pour cause. Après avoir supprimé les effets de transparence et de rendu, on peut voir apparaître le maillage. Et encore plus lorsque les arêtes sont mises en valeur. En réalité, l'animation que nous venons de voir repose sur une série de maillages. Typiquement, un maillage par pas de temps de la simulation. Un pas de temps prend en entrée un maillage et un champ de vitesse. Le maillage est déformé par advection de ses sommets. Dans ce cas-là, l'ensemble des éléments constituant le maillage, que ce soit les arêtes ou les sommets, ont tous été potentiellement dilatés ou contractés. De la même manière, certains éléments peuvent être entrés en collision. C'est pourquoi nous devons remailler, et ainsi fournir une nouvelle approximation qui servira en entrée au prochain pas de temps. Il pourra être utilisé pour faire du rendu, ou encore servir pour calculer le nouveau champ de vitesse. Nous devons donc améliorer la qualité de la représentation. Ceci en ajustant le nombre, la position et la combinatoire des sommets. Attention, il faut rester prudent, puisque chaque opération de remaillage est une source potentielle d'erreur d'approximation. Nous ferons donc attention à définir une nouvelle modélisation fidèle à la topologie et à la géométrie de la surface que l'on cherche à approcher. Je viens de préciser la place du maillage, et pourquoi remailler. Maintenant, voyons comment remailler. Cette deuxième partie est consacrée à une technique de remaillage fondée sur les diagrammes de Voronoi. Les définitions formelles suggèrent un algorithme de calcul suffisamment efficace pour être employé dans un processus itératif d'optimisation, notamment par exemple pour l'optimisation de la répartition d'un ensemble de points sur un domaine donné. À partir de là, il n'y a plus qu'un pas pour définir une nouvelle modélisation, et ce pas est assuré par la relation de dualité entre les diagrammes de Voronoi et la triangulation de Delaunay. Depuis tout à l'heure, je vous parle de diagramme de Voronoi. Mais qu'en est-il? Formellement, c'est une partition de l'espace dirigée par un ensemble de points, qu'on appellera générateur ou graine, et qui associe à chacune de ces graines une région de l'espace, suivant la notion de proximité. Plus précisément, chaque cellule regroupe l'ensemble des points de l'espace plus proches de la graine, plutôt que de tout autre. Par exemple, si l'on considère un système de 2 points, xi et xj, leur cellule de Voronoi correspond au demi-espace borné par la bisectrice du segment xi-xj. Maintenant, si on considère ces 2 points comme faisant partie d'un plus grand ensemble, et que l'on choisit une troisième graine, une troisième graine voisine, par exemple, on peut dépouiller la cellule courante du demi-espace dont elle n'est pas responsable. Ensuite, on répète le processus. Cet algorithme naïf converge, puisque une cellule de Voronoi peut être également définie comme l'intersection de tous les demi-espaces qu'il est possible de générer. Malheureusement, cet algorithme est bien qualifié de naïf, puisque sa complexité n'est pas optimale. Si on y regarde bien, seules quelques graines proches interviennent dans la définition de la cellule finale. Aussi, il est possible de limiter la complexité, enfin tout du moins le temps d'exécution de l'algorithme, en limitant le nombre d'opérations. Pour cela, il faut trier spatialement les graines et exploiter ce qu'on a baptisé de rayons de sécurité.
Ce rayon de sécurité est dépendant du point le plus éloigné de la cellule par rapport au générateur, ce qui donne le rayon de la sphère englobante de la cellule. Si on considère le double de ce rayon, toutes les graines qui sont situées au-delà de ce périmètre ne pourront pas intervenir, leur médiatrice passe à l'extérieur de la sphère englobante de la cellule. Voilà pour le calcul d'une cellule devant un œil. Il suffit de le reproduire pour chacun des générateurs. Les deux solutions algorithmiques proposées pour améliorer les performances de la méthode font leur office. En effet, l'emploi combiné de la structure de données assurant le stockage des graines et l'astuce du rayon de sécurité permettent de conjecturer un comportement quasi linéaire face à l'augmentation du nombre de points, ce qui fait de cette méthode une méthode de choix, en particulier quand on considère des gros systèmes de l'ordre de la centaine de milliers, voire du million de points. Les méthodes alternatives s'appuient généralement sur un calcul préalable de la triangulation de Delaunay du même ensemble de points. Ici, nous procédons dans le sens inverse et déduisons la triangulation de Delaunay à partir de notre calcul du diagramme des Voronoi. Le passage au dual est assez simple puisque chaque cellule correspond à un sommet. Sur l'exemple que nous avons en haut à droite, la cellule que nous avons calculée qui est surlignée correspond au sommet vert qui le surplombe. Pour une frontière partagée par deux cellules, c'est-à-dire une intersection non vide de deux cellules, on lui associe une arête de la triangulation de Delaunay. Et enfin, une facette de la triangulation correspond à une triple intersection non vide de la cellule. La définition du diagramme de Voronoi et la méthode de calcul que je viens de vous présenter considèrent un domaine semblable à Rn. Mais qu'en est-il lorsque le domaine considéré est un domaine surfacique? On pourrait en calculer une version exacte, mais pour cela il faudrait pouvoir mesurer efficacement des géodésiques, ce qui est un problème assez compliqué, et nous préférons calculer une approximation, les diagrammes de Voronoi restreints. Un diagramme de Voronoi restreint correspond à l'intersection entre le domaine surfacique et le diagramme de Voronoi calculé dans l'espace de plongement, typiquement R3. Par définition, une cellule restreinte est donc composée de l'ensemble des points du domaine restrictif, plus proche de la graine courante que de tout autre. À la différence avec un diagramme de Voronoi géodésique, ici, la graine n'est pas obligatoirement incluse dans le domaine surfacique. La brique élémentaire du calcul du diagramme de Voronoi restreint est la découpe d'une facette. Chaque facette pourrait d'ailleurs être traitée indépendamment. Après avoir repéré la graine la plus proche de la facette, cette dernière va être confrontée au plan médiateur séparant la graine courante de ses voisines. Elles ont été bien entendu triées suivant leur proximité, et le rayon de sécurité offre toujours une condition d'arrêt satisfaisante. La plus grosse différence avec l'algorithme précédent, c'est la poursuite du calcul. En effet, si la facette n'a pas été entièrement incluse dans la cellule courante, il faut compléter son partitionnement, comme l'indiquent les flèches oranges sur la dernière vignette. Chacune de ces flèches correspond à un couple facette courante graine voisine qui doit être traité pour compléter le partitionnement de la facette. De la même manière, on pourrait éventuellement propager un couple facette voisine graine courante pour compléter la cellule courante puisqu'elle s'étend au-delà des frontières de la facette. Cette seconde solution de propagation est représentée par les flèches bleues et elle permet d'augmenter légèrement la vitesse d'exécution puisqu'on supprime la recherche de la graine la plus proche lors de l'entame d'une nouvelle facette. Les performances de cet algorithme sont plutôt satisfaisantes, sont même plutôt très satisfaisantes, puisqu'elles révèlent une complexité empirique de l'ordre du nombre de graines et du nombre de facettes. Il est donc possible de l'utiliser dans un processus itératif d'optimisation, et nous allons au-delà de ça, en l'accompagnant
de la définition de son dual géométrique pour donner naissance à une technique de remaillage surfacique. Nous voyons ça dans le prochain slide. La technique de remaillage surfacique fondée sur les diagrammes de Voronoi restreints s'appuie principalement sur deux actions. La première est une optimisation de la répartition d'un ensemble d'échantillons sur ou aux abords du domaine surfacique. La seconde consiste à extraire le dual géométrique de la partition, que nous appellerons triangulation de Delaunay restreinte. Pour simplifier la tâche, l'ensemble d'échantillons est initialisé de manière aléatoire. Ce tirage au sort d'un ensemble de points parmi au sein du domaine restrictif est uniquement dirigé par le nombre de sommets que nous espérons voir dans la future représentation. Leur répartition est ensuite améliorée par repositionnement successif, et comme le suggère l'algorithme de Lloyd, un repositionnement au barycentre de la cellule. Cet algorithme est robuste et converge vers une configuration barycentrique stable. Le seul bémol, c'est sa vitesse de convergence. Par exemple, sur l'image affichée, la répartition que nous pouvons constater a été atteinte après 100 itérations. Il est possible d'atteindre une configuration barycentrique beaucoup plus rapidement, mais cela passe par une reformulation du problème sous forme énergétique et implique la minimisation d'une fonction largement multivariée à l'aide d'une méthode numérique. Je ne détaillerai pas ce point ici et vous renvoie à la littérature si vous êtes intéressé par ce sujet. De la même manière, je ne considère ici que l'espace de plongement réel. J'invite ceux intéressés par le principe du plongement dans un espace de plus haute dimension et la génération de maillages anisotropes à se tourner vers l'article fondateur publié par Bruno Lévy et Nicolas Bonnel. Revenons maintenant à nos moutons, et plus exactement à notre ensemble d'échantillons idéalement répartis sur le domaine restrictif. Comme précédemment, le résultat du remaillage est extrait à partir du diagramme de Voronoi restreint. Enfin, du diagramme de Voronoi qui cette fois est restreint. Intuitivement, une cellule restreinte donnera un sommet, une double intersection non vide de cellules restreintes conduira à la définition d'une arête, et une triple intersection non vide fournira une facette. Il faut rester prudent, puisque cette solution peut faillir. Par exemple, si une cellule est formée de plusieurs composantes connexes, elle mènera à la définition d'un sommet non-variété. C'est le cas de la cellule surlignée en bleu dans l'exemple qui vient de s'afficher. Les deux composantes connexes conduisent à la définition d'un sommet non-variété qui est pointé en rouge. Pour éviter ce problème, les auteurs proposent de considérer chaque composante connexe comme une cellule indépendante. Le résultat est direct et conduit à la définition de deux sommets. Ainsi, la surface approchée est topologiquement équivalente au domaine restrictif, et de la même manière, cette surface approchée est bien définie, c'est-à-dire qu'elle ne contient pas de sommet non-variété. Nous le verrons, d'autres difficultés peuvent se présenter, mais à ce stade, il n'y a pas de solution pour les détecter ou encore proposer une correction. Nous verrons ça plus tard dans les contributions. En bilan, malgré ces quelques incertitudes, cette technique de remaillage surfacique est rapide et relativement robuste. Elle produit des maillages de grande qualité en regard des éléments finis, et les différentes versions permettent de répondre à une large variété d'applications. Voyons ce qu'il en est pour le suivi de surfaces déformables. L'algorithme du pas de temps présenté en première partie se précise avec les différentes étapes de remaillage. L'adaptation de la méthode a d'ailleurs donné lieu à diverses contributions visant chaque étape du processus. Comme mentionné, certaines d'entre elles ont déjà fait l'objet d'une publication, d'autres sont originales ici. La première étape du processus de remaillage s'intéresse à l'échantillonnage. Nous pouvons nous passer d'une initialisation aléatoire puisque les sommets de la surface déformée forment déjà un ensemble de candidats, et que cet ensemble de candidats résulte d'une précédente optimisation qui a légèrement été déplacée par le champ de vitesse.
Nous pouvons néanmoins l'améliorer en regard de la nouvelle géométrie. Dans ce sens, la littérature préconise un seuillage de la longueur des arêtes pour statuer sur la candidature des points. En pratique, les sommets d'une arête jugée trop petite cèdent leur place à un unique échantillon. À l'opposé, une arête trop grande donnera naissance à 3 échantillons. C'est un petit peu plus délicat pour la version anisotrope, mais je ne m'attarderai pas sur ce point aujourd'hui. Cette méthode d'ajustement du nombre de points est rapide et robuste, mais un petit peu brusque. En effet, il lui faut plusieurs pas de temps avant de détecter réellement l'effet de la déformation. De la même manière, bien que le champ de vitesse soit supposé lisse à l'échelle de l'échantillonnage et vis-à-vis de la longueur d'un pas de temps, l'intervalle de validité doit être suffisamment large pour éviter un phénomène d'oscillation. Ce phénomène d'oscillation serait causé par des prises de décision contradictoires sur plusieurs pas de temps successifs. Dans ces conditions, nous pouvons constater des variations de densité au cours de la simulation. Par exemple, sur le graphique qui vient de s'afficher, la ligne bleu foncé décrit la superficie moyenne associée à un sommet, et on voit bien qu'elle est presque divisée par 2 sur les 300 pas de temps de la simulation. Pour pallier ce problème, nous proposons ici une méthode alternative fondée sur une propagation d'erreurs. L'objectif est de maintenir la densité d'échantillonnage de l'objet initial. Nous prendrons comme référence l'aire moyenne associée à un sommet de cet objet. Ensuite, dès que nous voudrons composer notre échantillonnage, nous choisirons une composante connexe qui n'a pas encore été traitée et comparons sa superficie à celle de référence. La différence que nous avons alors révélée est propagée et cumulée à celle des composantes voisines jusqu'à atteindre une. Un diagramme de Voronoi restreint admet pour dual une variété triangulée homéomorphe au domaine restrictif si et seulement si chaque composante est semblable à un disque topologique et qu'elle admet au moins 3 voisins distincts et non redondants. Lorsqu'une ou plusieurs composantes ne respectent pas ces conditions, nous devons automatiquement corriger le partitionnement. Une première solution consiste en un raffinement local de l'échantillonnage, ce jusqu'à convergence. La terminaison est garantie par la théorie de l'epsilon échantillonnage, mais on ne connaît pas à l'avance le nombre de points qui va être nécessaire. Je propose ici une nouvelle approche exploitant le résultat de l'analyse des composantes connexes. En effet, certaines configurations peuvent être repérées et corrigées à l'aide d'un patron qui tend à minimiser le nombre de nouveaux points insérés. Les 3 principales sont une sphère, un cylindre et une structure admettant plus de bords. Ces dernières sont généralement décomposées en plusieurs cylindres pour leur résolution. Les segments topologiques témoignant d'une redondance dans le voisinage sont extrudés pour devenir des disques topologiques. Cette expansion affecte les voisinages et permet d'aboutir rapidement à une solution, comme le montre l'exemple synthétique. Le domaine est volontairement sous-échantillonné et la solution de correction minimale permet d'atteindre une meilleure compression de données tout en respectant le partitionnement initial. Nous venons de voir comment générer une variété triangulée topologiquement équivalente à la surface déformée. Cependant, nous ne pouvons que conjecturer quant à sa fidélité géométrique, c'est-à-dire sa proximité avec la surface achevée ou encore la qualité de l'approximation. Pour limiter l'erreur commise lors du changement de représentation, nous proposons d'ajuster la position des nouveaux sommets afin de minimiser le volume séparant les 2 modélisations. Encore une fois, nous solliciterons les diagrammes de Voronoi restreints. Ils permettent de partitionner chacun des 2 domaines avec le même ensemble de points, en l'occurrence les sommets
de la nouvelle représentation. Comme le montre la vignette du milieu, la proximité des deux modélisations permet de faire correspondre des couples de composantes connexes. L'ensemble de leurs facettes est ensuite complété par des facettes virtuelles. Ces facettes virtuelles sont issues des bords des cellules restreintes. Ces arêtes sont agencées de manière à former des polygones, un par plan bisecteur. Ces polygones ferment le polyèdre qui modélise l'erreur géométrique locale. Si on considère que chacun de ces polyèdres admet un volume signé nul, nous pouvons supposer que l'approximation est bonne. C'est pourquoi nous cherchons à annuler la mesure. Il s'agit en réalité d'un problème d'optimisation visant la position des nouveaux sommets et dirigé par la minimisation d'une fonction. Cette fonction cumule l'ensemble des volumes des polyèdres élevés au carré. Cette astuce d'élévation au carré permet d'éviter les compensations hasardeuses entre deux sommets voisins. Une fois la minimisation achevée, le résultat du remaillage vient remplacer la surface déformée et devient l'approximation courante. La simulation peut ensuite compléter le pas de temps courant et en démarrer un nouveau. La solution de remaillage présentée aujourd'hui est capable de répondre aux tests synthétiques du domaine, notamment les tests d'Enright et Kernnoise. Le premier présente l'avantage d'être périodique, l'objet initial peut directement être comparé avec celui obtenu en fin de simulation. Le second constitue à lui seul un défi, puisque la superficie de l'objet est multipliée par près de 10 sans aucun changement de volume. Une autre épreuve consiste à prendre en compte le maillage dans la déformation, c'est-à-dire que la première va déformer le maillage suivant sa normale, et c'est l'occasion de tester la prise en charge des collisions. Et enfin, il faut se lancer dans le grand bain et coupler cette solution de suivi de surface à un simulateur.